Masato, content de vous retrouver ici à Clermont-Première pour une émission qui est un peu votre spécialité, une émission consacrée à l'histoire de notre région. Quand on a évoqué cette émission qu'on retrouvera toujours le vendredi, vous m'avez dit qu'il serait peut-être intéressant de faire un parallèle entre, au fond, la crise de 29 dont on a tant parlé depuis que nous vivons cette crise mondiale, cette crise économique. Oui, alors bonne idée, crise de 28-29, ça se passait comment à Clermont et en Auvergne? Voilà, alors il faut dire qu'à la fin des années 20, Clermont vit une aventure passionnante, que c'est une ville extraordinaire. C'est la ville la plus attractive de France. De France. Voilà, la ville passe en 5 ans de 85 000 habitants à 111 000 habitants. Derrière Montpellier, Grenoble, tout ça, ça ne compte pas. C'est des villes qui piétinent, qui n'arrivent pas à atteindre 100 000 habitants. Et Clermont s'élance comme ça. Entre 1911 et 1926, 45 000 habitants en plus. L'équivalent d'une ville comme Montluçon, par exemple. Ouais. Vous vous rendez compte sur cet espace-là? Alors, vous voyez M. Adnaud qui se réjouit quand on augmente entre deux recensements de quelques milliers d'habitants. Eh bien là, il serait comblé. Je suis persuadé que notre adjoint à l'urbanisme rêve d'avoir vécu cette période très, très favorable. Voilà, alors bien sûr ça a des conséquences. Un afflux de personnes de cette importance, ça veut dire que le logement est rare à Clermont, compte tenu de toutes ces arrivées, même si on construit beaucoup. Mais on ne construit pas de manière suffisante. Par exemple, la ville de Clermont a augmenté un petit peu son patrimoine, mais qu'est-ce que 200 ou 300 logements d'habitation à bon marché pour toute cette population, c'est insuffisant. Alors le grand pourvoyeur en logement, c'est la manufacture Michelin, qui, durant cette décennie des années 20, livre à peu près entre 3 000 et 4 000 logements. Alors déjà, Michelin. Michelin, ouais. Voilà. Alors, Michelin avec une image qu'il faudrait peut-être rectifier par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Pour nous, Michelin, c'est le pneu radial, c'est l'avancée technologique, etc. Et ce Michelin des années 20, c'est quelqu'un qui peine derrière l'avancée des constructeurs américains, des caoutchoutiers américains d'Akron. Certes, Édouard Michelin est très au fait de ce qui se passe aux États-Unis. Et il voudrait justement passer de la manufacture à des usines automatisées qui garantissent la qualité et qui augmentent la productivité. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Pendant toutes ces années 20, ça va être une démarche progressive pour transformer l'esprit de ces usines Michelin. D'ailleurs, le contraste est grand entre l'usine des Carmes, avec ces accroissements qui entraînent un certain désordre. Quand on regarde le plan aérien, on a superposé des ateliers, etc. Et puis, la nouvelle usine de Catarou, avec sa rigueur dans son plan, avec une organisation d'ensemble qui va permettre d'automatiser les tâches. Et c'est d'ailleurs très sensible parce que le pic des effectifs dans cette décennie, c'est pas la veille de la crise, c'est 1927. Cette année-là, les effectifs Michelin atteignent 18 000 personnes à Clermont-Ferrand. Et 1928, qui est une année très, très prospère encore, voit les effectifs diminuer. Si bien qu'en 1929, eh bien, avant même la crise, il n'y a plus que 17 000 personnes. Ouais. Vous voyez, ce n'était pas une manifestation anticipée de la crise, c'était une transformation. Voilà. Les circonstances, oui. Et donc, à ce moment-là, on a aussi l'espace clermontois qui se modifie radicalement.
il y a une ville blanche qui apparaît avec les cités Michelin au pied des côtes, sur le plateau de l'Adour. Et ces petites maisons sur le plateau de la Chaux, pardon, excusez-moi. Ces petites maisons là, voilà, qui font un contraste. Et vous voyez, avec, ce document là montre bien à la fois des traces de ruralité. Il y a un chemin entre les cités Michelin là, qui est un ancien chemin d'exploitation rurale, et puis toutes ces maisons là qui, dans leur blancheur, contrastent avec le fond du paysage, qui n'est pas sombre comme le montrent les caricatures, mais qui est quand même beaucoup plus forcé. Il y a la marque du temps qui s'inscrit là. Voilà. Alors, Michelin a donc élargi considérablement l'espace construit dans Clermont. Alors, vous m'avez parlé de l'octroi aussi. Voilà. Alors, justement, 1928, c'est une année formidable pour Clermont. L'octroi disparaît au 1er janvier 1928. L'octroi, c'est un impôt. Voilà, mais c'est un impôt essentiel dont nous ne mesurons pas l'importance aujourd'hui. Si vous introduisez des châtaignes d'Urtol ou des champignons de Saya sur le marché Saint-Pierre à Clermont, il vous faut payer un impôt, qui est donc l'octroi. D'où une série de bureaux d'octroi. Vous voyez dans le document qui est projeté, là, à la fois les postes en bleu qui sont les plus proches du centre de Clermont, et puis les postes en rouge qui sont les postes avancés. Vous remarquez que ce plan qui nous est proposé ici est avant les années 20, mais justement vers 1925-26, les choses se modifient. Pourquoi ? Parce qu'on parle de supprimer l'octroi, mais que pour être sûr de trouver un bon remplacement à l'octroi, on veut faire rendre à l'octroi le maximum de choses pour que l'impôt nouveau soit à la hauteur de cette... Ah oui. Alors, on supprime un impôt, mais il faut le remplacer. Ah ben oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord. Et donc, on a, vers 1925-26, augmenté les tarifs, et on s'est dit, pourquoi ne pas étendre le périmètre de l'octroi ? Parce que, effectivement, Montferrand, en raison de toute une tradition, était hors octroi. Et c'était un privilège considérable. Et en même temps, ça posait pas mal de problèmes que nous allons peut-être évoquer tout à l'heure. Et effectivement, on a dit aux Montferrandais, c'est pas tellement pour vous, mais c'est parce que les usines Michelin se sont développées sur le terroir de Montferrand. Et vous voyez qu'elles ne sont pas soumises à l'octroi. Donc c'est pour Michelin. Mais on ne peut pas dire cela de cette manière. Donc on dit que c'est les Montferrandais qui vont rentrer dans l'octroi. Mais les Montferrandais disaient, vous vous rendez compte, nous sommes une cité qui a échappé à ces impôts abominables que sont l'octroi, et vous voudriez maintenant nous englober là-dedans, mais ça ne va pas du tout. Ce à quoi Philippe Marcombe, le maire de Clermont, disait, mais mes pauvres amis, vous ne rapportez rien à la commune. Vous vous rendez compte, l'octroi, c'était... au XIXe siècle, de 2/3 des revenus de la ville. Au milieu des années 20, c'était encore la moitié des ressources de la ville. Donc c'était considérable. Et Montferrand ne rapportait rien. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a trouvé pour remplacer donc l'octroi? Ah, voilà. Alors c'est là qu'on trouve des choses tout à fait intéressantes. Parce que le gouvernement de l'époque n'a pas dit on vous donnera une dotation de compensation. Le gouvernement de l'époque a laissé les maires libres de trouver les moyens de compenser l'octroi.
Et Philippe Marquand va imaginer toute une série d'impôts, par exemple, fondés sur le nombre des domestiques, sur l'utilisation des pianos, sur le nombre de chevaux, d'autos, etc. Et tout ça additionné, ça donnait des rendements très satisfaisants. Beaucoup plus satisfaisants que l'octroi. L'octroi rapportait 4 millions de francs. Et il fallait dégager 800 000 francs pour payer les gabelous qui inspectaient votre sac à provisions, etc. Et donc, il restait en net 3 millions 200 000. Et les petits impôts de M. Marquand sont arrivés à hauteur de 5 millions. Voyez ? Donc alors, un impôt qui disparaît, remplacé par un autre qui rapporte plus. Est-ce que ça risquerait d'arriver aujourd'hui? Eh bien, voilà tout. Vous voyez, au fond, nous nous trouvons avec le même problème de l'ATP. Par quoi l'ATP, la taxe professionnelle, oui. Et je crois qu'il y a peut-être une leçon pour nos gouvernants, c'est de laisser les maires libres de trouver les impôts compensateurs. Oui. Bon, par exemple, on pourrait imaginer, je ne sais pas moi, un impôt sur les chiens, par exemple, ou quelque chose de ce genre, n'est-ce pas ? Ce qui résoudrait le problème de la propreté urbaine. Bien sûr. Alors, si vous faites cette proposition, cher Pierre, je ne pense pas que vous serez élu un jour par les propriétaires de chiens. À l'époque, cette histoire d'octroi était à l'origine de la dernière tentative de séparation de la section de Montferrand par rapport à la section de Clermont. Alors c'est quelque chose c'est une chose sur laquelle on reviendra probablement dans une de nos prochaines émissions. Une émission, donc, je rappelle, Histoire d'Auvergne, c'est nouveau, à Clermont-Première, c'est le vendredi, puis on aura l'occasion de revoir cette image, dans cette émission, dans d'autres rediffusions. Merci, cher Pierre Mazato. Je rappelle que vous êtes historien, géographe, et que vous êtes un des fins connaisseurs de notre région. À très bientôt, à la prochaine émission. Entendu.